Salam alaikum wa rahmatullah, chers étudiants de troisième année génie industriel et logistique, option management industriel et option logistique de l'ENSEM Casablanca. Nous sommes le 27 octobre 2020, nous sommes mardi et je suis en train de réaliser cet enregistrement pour la deuxième séance du cours Lean Management pour la SCM et amélioration de performance industrielle. Donc, dans cette séance, je vais donner quelques introductions sur le Lean Management. Et donc, je vous ai déjà envoyé le polycopier. Donc, s'il s'agit des slides, normalement, vous l'avez reçu sur Google Classroom. Et donc, à l'examen, vous aurez ces définitions sous forme de QCM. Donc, je vais passer à la présentation. Voilà. Donc, les définitions qu'on va voir dans cette séance sont une nouvelle définition de concept d'entreprise dans un contexte Lean, une redéfinition du concept de partie prenante, une redéfinition du concept de valeur ajoutée et finalement une définition de l'entreprise Lean. Alors rapidement, même si ça ne fait pas partie vraiment du cours, ici, donc ce document, je l'ai tiré du site de Lean Academy, juste pour avoir la référence bibliographique, ou plutôt la bibliographie. Donc, si vous tapez Lean Academy, Open Courseware, normalement, vous allez retrouver donc, vous allez trouver dans le site qui s'appelle ocw.mit.edu, donc un cours qui s'appelle Introduction to Lean Six Sigma Method. C'est d'ailleurs toute une spécialité chez eux. Donc, dans la partie aéronautique et astronautique. Donc là, le Open Courseware, c'est une sorte de Moodle Redim dans lequel vous pouvez retrouver des vidéos, des notes de cours, des documentations de cours, etc. C'est très, très, très intéressant et très riche. Donc, comme complément au cours, je vous invite à vous référer à ce site web. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour ajouter ce lien dans la partie Google Classroom comme étant une référence bibliographique. Donc, toutes les cours de Lean Academy sont des références bibliographiques de notre cours. Donc, je vais faire un travail de devoir, je vais faire créer. On va passer à documentation et on va ajouter lien, et on va ajouter ce lien, ajouter le lien qui est Lean Academy Open Courseware MIT. Donc, lien vers les cours de Lean Management de Lean Academy du Massachusetts Institute of Technology. Donc, j'ai tiré ça. Donc, on retrouve dans ce premier slide une petite comparaison entre deux grandes démarches ou la méthodologie ou la philosophie de gestion industrielle, le Lean Management et le Six Sigma. Pour l'option Management industriel, vous avez un cours avec professeur Raja Ibn Abou qui s'appelle Amélioration continue et Six Sigma. Donc, vous allez voir la démarche des MAIX,
Vous allez voir DMAIC qui y a définir, mesurer, analyser, innover et contrôler. On peut aussi ajouter standardiser ou la sustain. Donc, DMAIX et à l'intérieur de DMAIX, vous allez retrouver un ensemble d'outils, notamment statistiques, qui sont tirés de la maîtrise statistique des procédés. Donc, Six Sigma est historiquement né dans le monde américain, dans l'industrie américaine. Et ça a commencé à partir de Shewhart dans les années 20, ensuite Deming et ensuite Motorola, General Electric, etc. Donc ça, c'est une approche principalement américaine d'amélioration continue. Par contre, le Lean Management, comme on a vu dans l'année dernière, le Lean est historiquement tiré du toyotisme, donc c'est principalement japonais. Maintenant, les deux approches américaines et japonaises ont des caractéristiques particulières. Et actuellement, dans le secteur, surtout aéronautique et de plus en plus dans d'autres secteurs, on parle d'un concept qui mixe les deux, le Lean et le Six Sigma. On appelle ça Lean Six Sigma. Donc, rapidement, une petite comparaison. Six Sigma, l'objectif est de délivrer la valeur au client. Il est focalisé sur la valeur, la qualité. Et pour le Lean, aussi, enfin, les deux se focalisent sur le fait, sur la valeur ajoutée selon le client. Donc, selon Six Sigma, l'objectif est de réduire la variation et d'améliorer la précision. Pour le Lean, c'est surtout l'élimination des gaspillages, les MUDA. Le Six Sigma est un processus de résolution de problèmes, et beaucoup plus une approche de résolution de problèmes et même de résolution de problèmes ou même de réingénierie de processus, si vous voulez. Par contre, le Lean, il est focalisé sur le flux. Les hypothèses, dans un contexte Six Sigma, un problème existe, il y a une mesure, une valorisation utilisation des figures et des nombres. Donc, en ce qui concerne l'amélioration de la variation, on considère comme hypothèse que le output du système est amélioré si la variation est réduite. Pour le Lean, on suppose que plus on enlève les gaspillages, plus on améliore la performance de l'entreprise. Et l'autre considération du Lean, c'est le concept ici de Kaizen, c'est-à-dire many small improvements are better than system analysis. Donc, au lieu d'aborder toute une démarche d'analyse du système qui fait une refonte du processus, on va privilégier des petites améliorations. Donc, on est en plein dans la logique du Kaizen, donc des améliorations petit à petit. Et Kulshi rentre dans le cadre de l'amélioration continue. Six Sigma is a data-driven philosophy. C'est une philosophie gérée par les données and process resulting in dramatic improvements in product service quality and customer satisfaction. Voilà. Donc, on va revenir au concept de Lean. Donc, redéfinir le concept d'entreprise. Donc, une définition qui est donnée dans le slide 5 de votre document. Une entreprise et une ou plusieurs organisations qui ont des activités reliées, des opérations unifiées et un objectif de business commun. One or more organizations having related activities, unified operation and the common business purposes. Donc, dans le cas de la définition, il est possible que vous l'ayez dans le QCM. Donc, selon le Lean, qu'est-ce qu'une entreprise? Et je donnerai 3 ou 4 choix, dont une liée à la bonne, bien sûr.
Et les autres choix, généralement, elles ressemblent. Donc, faites attention aux petits détails de la définition. Une ou plusieurs organisations ayant des activités reliées, une opération unifiée et un objectif de business commun. Donc, c'est une définition globale. Donc, dans ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit qu'une entreprise, c'est un réseau d'interrelations entre plusieurs composantes qui sont le client, customer ou end user, l'utilisateur final. Donc, en anglais, on fait la différence entre trois choses. On parle d'end user, on parle de customer et on parle de client. Donc, ce serait intéressant de faire cette petite précision. En français, on dit client pour customer and client. Donc, la différence, c'est customer, c'est un client physique, c'est une personne. Client c'est un client qui est une entreprise. Donc, on ne dit pas client pour une personne physique en anglais. Et end user, la différence entre customer et end user, par exemple, vous êtes papa ou maman, vous voulez acheter une poupée pour votre petite fille. You are a customer, you are not an end user. C'est votre petite fille qui est l'utilisatrice finale et ce n'est pas la customer puisque ce n'est pas elle qui va acheter. Donc, on a le support produit, product support, le service support, on a les services finance, human resources, legal, etc. On a le réseau des fournisseurs, supplier veut dire fournisseur. On a les opérations de manufacturing operations, donc c'est la maintenance, c'est la qualité, c'est la logistique, voilà, donc les différents départements techniques de l'usine, entre autres, et on a le développement du produit. Donc, c'est la partie bureau d'études, conception, telle que Safran, Engineering, telle que Altran, qui est un des plus grands bureaux d'études automobiles et qui a au monde et qui a une d'Arbeda. Voilà, donc on a Product Development. Alors, on est dans cette définition and a common business purpose. Nous précisons que business dans cette définition can mean for profit or not for profit or governmental. Donc, la définition classique des business, il y a tout ce qui génère un gain lucratif, un gain financier. Et on généralise cette définition. Business peut être pour le profit ou bien sans but lucratif ou bien gouvernemental. Alors, gouvernemental, ça peut être des départements ministériaux, des services à un hôpital public, par exemple. Not for profit, ça peut être des associations sans but lucratif. Et bien sûr, profit, c'est l'entreprise dans le sens classique du terme. Dans ce slide, on définit quelles sont les frontières d'une entreprise selon cette définition. Et là, on va toucher un petit peu le concept global de supply chain. Alors, the enterprise boundaries need to be identified. Definition is contextual. Donc, we have core enterprise entities tightly integrated through direct or partnering agreements. And we have extended enterprise from customer to supplier. Donc, les frontières d'une entreprise doivent être identifiées et c'est contextuel. On va définir deux cas. On a l'entreprise principale, il y a la définition de l'entreprise dans le sens classique du terme. Et là, dans ce schéma, c'est par exemple une usine. Une usine, ici, elle est constituée de plusieurs entités. Par exemple, l'usine de montage automobile, Somaca Casablanca, est constituée de plusieurs départements. Fait le département ingénierie, qui dit faire les ingénieurs bureau méthode. On a le département qu'ils appellent assemblage, qui fait les opérations de soudage. On a le département peinture. On a le département montage.
Donc, c'est les lignes de montage final. Et on a aussi le bout d'usine. Donc, Coulomb, ce sont des unités à l'intérieur de l'usine, mais elles sont intégrées de manière rapprochée dans la même usine. Donc, on va appeler ça Core Enterprise. Core Enterprise. Donc, par exemple, j'ai dit l'usine de Somaca, je donne aussi l'usine de Renault-Tanger. L'usine de Renault-Tanger a une capacité de production annuelle 4 fois ou 5 fois plus grande que celle de Somaca. Je pense que Somaca, elle produit annuellement à peu près 120 000 véhicules par an. Et celle de Tanger produit 500 000 ou 600 000 véhicules par an. On est dans cet ordre de grandeur. Peut-être 400 000, je ne sais pas, Finoslo. En tout cas, ça, c'était en 2019. Maintenant, en 2020, avec la crise, les productions annuelles se sont beaucoup réduites. Donc, on n'est plus dans les mêmes ordres de grandeur précédentes. Donc, voilà, donner comme exemple Core Enterprise, l'usine de Tanger, l'usine de Renault Tanger. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler Extended Enterprise? Extended Enterprise, et on va considérer une méga entreprise, une grande entreprise qui est elle-même constituée de l'ensemble des entreprises fournisseurs fournisseurs d'entreprises centrales. Donc, from customer to supplier. Alors, revenons à notre exemple. عندنا Renault, Tanger, ça c'est de Core Enterprise. Le premier cercle de fournisseurs, ça s'appelle les fournisseurs de rang 1. Par exemple, les câbleurs, les entreprises dites des câbleurs. Je vous rappelle que l'activité d'assemblage des câbles automobiles est une activité manufacturière très importante au Maroc. Alors, un des chiffres intéressants, c'est que, je parle toujours d'avant 2019, 25% à peu près, ou même plus, de câbles automobiles utilisés en Europe, tout constructeur confondu, sont assemblés au Maroc. Donc, pour vous dire que nous avons une activité de câblage extrêmement intéressante au Maroc. Les usines, les marques ou les entreprises, il y en a énormément. Mais je cite, entre autres, Léonie qui a 4 ou 5 sites au Maroc d'assemblage, de câblage. Nous retrouvons aussi 4 ou 5 sites de Sumitomo. Alors, donc, Sumitomo, on retrouve Suez, on retrouve Suez Cabint, on retrouve SEBN. Donc, ce sont tous des usines existantes au Maroc dans lesquelles Sumitomo, qui est un géant japonais, a plus ou moins détient une partie. Donc, on a d'autres, on a par exemple Yazaki, plusieurs sites, chez 2 ou 3 sites, qui a énormément de sites de câblage. Donc, des sites de câblage fournissent directement les usines de montage final des véhicules, qui m'expliquent comme par exemple celle de Renault-Tanger, actuellement aussi celle de PSA bien sûr, qui vient d'être installée à Atlantic Freezone à Kenitra, et d'autres constructeurs automobiles worldwide. Donc, l'usine, qui sont des câbles automobiles pour multiples marques telles que Volkswagen, Audi, etc. Rolls-Royce, etc. Alors, donc Rolls-Royce peut-être pas, mais bon, plutôt Range Rover et compagnie. Donc ces usines-là sont caractérisées par le fait qu'elles sont à forte composante de main-d'œuvre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont été installées historiquement durant ces 2 dernières décennies. L'assemblage est une activité manufacturière à forte composante de main-d'œuvre. 80% des opérations sont faites manuellement. Donc, par exemple, une usine telle que Yazaki ou la Sumitomo peut retrouver plusieurs milliers d'opérateurs ou plutôt d'opératrices. C'est principalement une main-d'œuvre féminine parce que la main-d'œuvre féminine est connue worldwide pour une meilleure
dextérité. La dextérité, c'est, si vous voulez, l'habilité manuelle, c'est-à-dire la capacité de manier un travail de la main qui est assez fin. Donc ça, c'est surtout la main-d'œuvre féminine qui présente de meilleures performances worldwide. Alors, ces usines-là, telles que Léonie ou la Sumitomo, sont elles-mêmes des fournisseurs directs d'Elon. Des fournisseurs directs d'Elon, par rapport à l'entreprise centrale, ça s'appelle des fournisseurs de second R-A-N-G, de second rang, c'est-à-dire c'est les fournisseurs des fournisseurs. Alors, j'en cite comme exemple les deux usines d'Innovista Sensors, qui a pendant une dizaine d'années a changé de nom ou de propriétaire 3 ou 4 fois. Donc, normalement, ils font l'assemblage de la marque Cruze, une marque très connue dans les équipements électriques. Et ensuite, ça a été racheté par CST, ensuite par Innovista. Alors maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais il y a 2 usines ici à Sidi Marouf, tout proche de l'ENSEM relativement, Casablanca. Et les 2 sites font l'assemblage, entre autres, de connecteurs. Donc, les connecteurs, moi qui viennent alimenter les câbleurs, les entreprises de câblage, aussi bien automobiles qu'aéronautiques. Parce que le même exemple dit le Renault, comme Core Enterprise, je peux citer l'usine de montage final d'Airbus, par exemple. Le Maghreb, ما عندناش une usine de montage final d'Airbus, mais par contre, dans la zone de Nouassa, on a des usines de montage, il y a des parties de Airbus et Boeing. Bon, par exemple, Amatis Aerospace, qui est le groupe Safran. Donc, l'usine de Matisse Aerospace, qui il a ce qu'on appelle des harnais électriques, c'est-à-dire des systèmes de câblage. Des systèmes de câblage, ça peut atteindre jusqu'à 26 mètres, qui sont un assemblage de petits câbles et un assemblage de connecteurs. Et ces connecteurs peuvent venir des usines telles que ceux d'Innovista Sensors. Donc, Innovista Sensors fournit aussi aux câbleurs tels que Léonie ou le Sumitomo. Alors, et puis on peut retrouver des fournisseurs. Par exemple, les fournisseurs des pièces de tôlerie en cuivre qui sont découpées et embouties. Et donc, dans un contexte, voilà, je viens d'illustrer un exemple de ce qu'on appelle une entreprise étendue. C'est-à-dire, vous avez une entreprise Core Enterprise, par exemple Renault, elle a comme caractéristique d'être directement liée au client final. C'est-à-dire que le client final de end user, dans ce cas de figure, celui qui va acheter le véhicule, Renault, le Peugeot, donc oui, il va acheter Renault, mais Sierra parce que fait un câble qui a été fabriqué à Léonie ou la Sumitomo, ils s'en foutent. Donc, ce qui l'intéresse, c'est le produit de The Core Enterprise. Ce sont des fournisseurs et des fournisseurs des fournisseurs. Donc, au fait, ce qui se passe au lean management, c'est que l'entreprise principale va essayer d'encadrer, si vous voulez, tout son réseau de fournisseurs. Elle va les encadrer pour qu'ils aient une organisation industrielle similaire à la leur. D'accord. D'ailleurs, par exemple, Renault, qui a pendant longtemps travaillé avec le système Lean qui s'appelle système de production Renault, qui m'bعد Smith Alliance Production Way, APW. Donc, on retrouve les concepts chez les fournisseurs. Donc, chez Yazaki ou chez des fournisseurs, on va retrouver que Renault, qui dit des audits chez ses fournisseurs, donc elle peut faire aussi des formations, des encadrements chez les entreprises fournisseurs.
de plusieurs rangs pour vérifier qu'ils suivent les mêmes règles en gestion industrielle. Lean, les 5 S, l'ergonomie industrielle, les règles qualité, les normes logistiques, etc. Énormément de principes et de règles qu'appliquent dans le Lean Management, Lean Manufacturing. Voilà. Donc, c'est le concept de Extended Enterprise dans un contexte Lean. La définition suivante concerne ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc, en anglais, on appelle ça stakeholders. Donc, who are enterprise stakeholders? Any group or individual who can affect or is affected by the achievements of the organization's objective. Donc, une partie prenante est tout groupe ou individu qui peut affecter ou bien être affecté par la réalisation des objectifs de l'entreprise ou de l'organisation pour être plus général. Donc, on trouve bien sûr classiquement les customers / end users, on trouve les employés, les partenaires, les fournisseurs, les unions. Alors, les unions, par exemple, les associations, l'association des industriels du textile, par exemple, Society Congress, donc ça, c'est tout ce qui est étatique gouvernemental, le corporate leadership, donc ça, c'est la direction générale de l'entreprise, et shareholders, les actionnaires. Il est quand l'entreprise cotée en bourse, ou les propriétaires, les parts d'entreprise. Alors, pourquoi dans ce cours, on redéfinit ou on précise le concept de partie prenante? Parce que on introduit une nouvelle définition de la création de valeur. Je vous fais un petit rappel. Donc, normalement, dans les cours précédents que vous avez vus en première et en deuxième année, peut-être dans l'élément introduction au génie industriel, peut-être dans l'élément DLI, Lean Manufacturing, analyse et conception des systèmes de production, j'ai peut-être défini le concept de valeur ajoutée. Donc là, je vais parler de valeur ajoutée. Donc, dans un tout premier temps, quand on est dans un atelier de fabrication, ou un atelier manufacturier où il y a des opérations de transformation, parce qu'un procédé manufacturier, par définition, c'est un procédé de transformation de la matière. Donc, dans un atelier de fabrication, par exemple, d'usinage, on va considérer que toute opération qui permet de transformer la matière d'un état initial vers un état qui est plus proche de l'état désiré par le client. Donc ça, on va appeler ça une opération à valeur ajoutée. Par exemple, une tôle automobile, je la découpe pour avoir la partie de la portière ou du pare-choc ou du toit. Donc, la découpe est une transformation manufacturière et c'est une opération à valeur ajoutée selon cette définition vraiment basique. Quand on a étudié le Lean Manufacturing, nous avons redéfini la valeur ajoutée, et nous l'avons élargie. Nous avons élargi parce que cette définition n'est pas valable dans d'autres activités telles que la production de services. De même, dans les activités logistiques, ce concept de transformation n'a pas de sens. Par exemple, quand vous vous faites livrer une pizza par Avito, Avito ne transforme pas votre pizza. Tu me dis Avito? Mais c'est Avito, non. Je connais que chez Avito. Il y a des livraisons smitum, comment qui toujours قدامي. Bon, si smitum, on va dire Amazon ou là. Donc, c'est une activité purement logistique qui permet la livraison. Un producteur qui ne leur appartient pas, c'est la pizzeria du coin, chez vous. Et pourtant, c'est une opération à valeur ajoutée. Donc, la deuxième définition de l'opération à valeur ajoutée, c'est toute opération que le client est prêt à acheter, à payer. Donc, il y a une traduction
financière du concept de valeur ajoutée en lean manufacturing et en lean management. Donc, pendant plusieurs décennies, on s'est basé sur cette définition-là, c'est-à-dire que un gaspillage, un MUDA, à contrario, est justement toute opération qui ne rentre pas dans ce cadre-là, c'est-à-dire que le client n'est pas prêt à payer. Le déplacement du produit à l'intérieur d'une usine est un MUDA. Par contre, le déplacement et le transport plutôt du produit de l'entrepôt chez vous, ça, c'est pas un gaspillage, c'est une opération à valeur ajoutée, c'est une activité logistique. Donc, je répète, dans cette définition, dans cette deuxième définition de la valeur ajoutée, il s'agit de définir l'opération à valeur ajoutée en fonction de sa traduction financière. Cette définition a posé problème depuis 2015, enfin depuis plusieurs années déjà, parce que ici, Morman, il a déjà posé cette définition en 2002, comme vous pouvez le voir, dans son livre qui s'appelle Lean Enterprise, je pense que ça s'appelle, le livre d'Yellow s'appelle, d'ailleurs c'est lui, l'auteur d'Hélène le cours, de base Lean Enterprise Value. Donc c'était déjà en 2002. Déjà en 2002. Donc, pour lui, la définition classique pose problème. Donc, il a redéfini la valeur encore plus. Il y a comment, de quelle manière les parties prenantes, how various stakeholders find particular worth, utility, benefits or reward in exchange for their respective contributions to the enterprise. Alors, donc, je traduis, la valeur est définie en fonction de comment les différentes parties prenantes trouvent de manière particulière une utilité, un bénéfice, une récompense ou bien une valeur ajoutée, donc ça vaut le coup, mais qui goulot, en échange de leurs contributions respectives à l'entreprise. Ce qui fait que la valeur n'est plus définie en fonction uniquement du client qui est prêt à acheter, mais aussi en fonction de toutes les parties prenantes. Par exemple, la prise en compte de l'intérêt des employés. Et là, les employés en tant qu'une des parties prenantes. Et là, ça nous ramène au concept de RSE. Chez la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. La RSE, responsabilité sociétale des entreprises, avec la nouvelle norme, qui n'est plus si nouvelle que ça. Alors, est-ce que c'est la 22 000? Donc, c'est la 26 000. La norme est une norme établie à la responsabilité des entreprises et plus généralement des organisations, c'est-à-dire qu'elle définit comment les organismes peuvent et doivent contribuer au développement durable. Elle est publiée depuis le 1er novembre 2010. Voilà, donc 26 000. Donc, ça, c'est un exemple d'une activité à valeur ajoutée que l'entreprise, ou un certain nombre d'entreprises mettent en place, il y a le RSE, et qui n'est pas lié directement à ce que désire le client. Je donne un autre exemple, la norme ISO 14000. Donc, l'ISO 14000 de management environnemental. Donc, quand on parle de responsabilité environnementale de l'entreprise, on ne parle pas forcément d'activités
qui sont directement liées au client. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément que le client est prêt à acheter ça, à payer ça. OK? Donc, on introduit les activités de responsabilité environnementale dans la valeur ajoutée de l'entreprise. De même, en parlant des employés, quand on applique les règles de ISO 45000, dont on a déjà parlé l'année dernière, bien sûr, ça concerne la santé et sécurité au travail des travailleurs. Bon, un petit rappel aussi, puisqu'on a déjà parlé, est-ce que ISO 50000 pour le management de l'énergie, bon, je ne sais pas sur les commentaires. Donc, revenons au concept de valeur. Voilà. Donc, en ayant redéfini ces concepts-là, on redéfinit le concept de Lean Enterprise selon Murman et selon ce livre dont je vous ai parlé, Lean Enterprise Value. Lean Enterprise is an integrated entity that efficiently creates value for its multiple stakeholders by employing lean principles and practices. D'accord. Donc, j'ai terminé cette partie de définition généralité. Bon, donc, ok, donc on va arrêter là. Et je vais fermer l'enregistrement pour lancer un autre d'ici quelques minutes après une petite pause.